L'idée n'est pas seulement d'entendre, d'écouter euh, les données, les résultats, les réflexions d'un ou une chercheur ou une équipe de recherche, mais vraiment de participer dans un dialogue, parce que l'idée, c'est d'apporter aussi des données du terrain, la réception de la compréhension de tout ça sur le terrain. Alors, je vais demander, parce qu'on va y aller gentiment là, peut-être aujourd'hui faire des présentations, donc on peut peut-être partager notre présentation. Il y a André Villeneuve qui a accepté de nous faire part de l'évolution de ses travaux qu'il a présentés pas, pas loin, là, la semaine passée, lors de la journée scientifique. Mais si on va être sans doute avec d'autres publics ou un public plus de praticiens. Est-ce que, André, tu peux partager l'écran, le PowerPoint, comme ça, moi, je peux déjà commencer les Oui. présentations. Donc, ce webinaire, il est préparé avec Roula Achiti, avec Alain Yo et avec Maud Loizeda qui ne peut malheureusement nous rejoindre ce midi, cette soirée chez elle. Mais nous sommes là en préparation et l'idée, c'est de faire écho de l'actualité de la recherche en administration de l'éducation. Et donc, André nous a proposé de nous parler de l'utilisation des données au sein des équipes collaboratives. André est professeur en administration d'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et donc, sans tarder, on va passer à la première question. Mais ce n'est pas lui qui va parler, c'est vous. Et donc, je vous invite déjà à réfléchir, à quoi ça pourrait servir ces données, comment on les utilise au sein des équipes éducatives. Donc, la dynamique du webinaire, c'est ça. C'est le public parle, va exposer, va témoigner, va poser des questions, va souligner des points d'attention par rapport à la question qui est posée. Et ensuite, André va répondre, évidemment, qui nous a préparé déjà sa réponse. Vous en pensez bien, il est maître de la question. Et puis, on lui posera une deuxième question. Quelles données utilisez-vous pour prendre des décisions d'ordre pédagogique au sein de vos organisations scolaires et d'éducation? Et là, on va d'abord lui donner la parole et puis nous aurons un temps de parole et de discussion pour clôturer ce webinaire autour du sujet. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se passer la parole et d'être dans un mode actif et dialogique, participatif. Alors, on va poser une première question. On peut passer à la dia suivante. Comment utilisez-vous les données au sein de vos équipes collaboratives? Qui brise la glace? Oui, madame. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Louise Brodeur. Je travaille depuis 2016 pour le projet CAR avec CETREC et Fondation Chagnon, qui est rendu maintenant avec la Fédération des centres scolaires. Mon questionnement est suivant. Alors, même si ça fait déjà 6 ans qu'on accompagne des centres scolaires, on réalise que d'analyser, de forer et de bien préciser les données qu'on aura besoin parce qu'on peut se noyer à travers nos données. Donc, ce qu'on utilisera pour pouvoir développer les interventions, les stratégies, les activités qui suivront reste un grand défi. Et pour moi, il y a encore... ce qui reste encore beaucoup à implanter, à mettre en œuvre, c'est vraiment le suivi des progrès. Donc, où se situe ton élève et comment tu es capable de monitorer ça pour m'expliquer le chemin parcouru par cet élève-là. Alors ça, ça reste encore un grand défi dans notre accompagnement. Donc, je suis très curieuse d'entendre M. Villeneuve là, avec ses travaux. En fait, je vais aborder dans ma présentation cette question-là. Il y a des enjeux vraiment pointus, pas pointus, mais quand même importants, qui sont liés à la collecte des données, à l'analyse et l'interprétation des données. Donc, je vais, oui, préciser sur ces enjeux-là. Oui, Lynn Gagnon. Lynn Gagnon qui voudrait nous prendre la parole. Oui. Je suis Lynn Gagnon, je suis directrice en Abitibi, dans le fond, de 2 écoles primaires, une école alternative et une école en milieu rural, Sainte-Gertrude-Pressac.
Donc, j'aborde dans le même sens que Mme Brodeur. En réalité, moi, je fais partie du projet CAR depuis un certain moment, là. Au tout début, j'étais au secondaire. Ça fait maintenant 2 ans que je suis au primaire. Et la nature des rencontres collaboratives sont très différentes, hein. J'ai découvert un milieu, je ne veux pas dire plus collaboratif, mais plus enclin à collaborer par la structure qu'il peut avoir au primaire versus le secondaire. Donc, je trouve ça très pertinent de parler de l'utilisation des données et je suis en réalité avec mes équipes à travailler cet aspect-là, mais d'abord et avant tout à travailler justement sur des séquences d'apprentissage et que les gens comprennent bien qu'est-ce que c'est l'utilisation de données pour prendre les meilleures décisions possibles au niveau pédagogique. Donc, vous avez tout à fait raison, Mme Brodeur, de dire que c'est là le plus grand défi, de comprendre qu'est-ce que c'est une COP, une CAP, de travailler en collaboration, mais d'y aller vraiment sur des sujets concrets et après ça, dans le suivi, de revenir, de dire, bien, oui, c'est bien beau, on va monter une séquence, mais une fois qu'elle est faite, il faut la mettre en action et il faut après ça revenir sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui doit être amélioré. Et c'est là, selon moi, qui est qui va être le plus porteur, qui est le plus important, mais aussi qui demande le plus d'énergie et de cohérence et tout ça. Fait que je dirais que je suis en amont de tout ça dans mes équipes, mais que les gens ont le goût de collaborer, ont le goût d'avancer, mais il faut aussi les mettre au même échelon. Le projet CAR a commencé avec les directions générales, après ça, les directions d'école, mais il faut amener ça dans nos milieux sur le plancher, que les gens se sentent à l'aise de travailler avec ça. Voilà. Merci pour votre témoignage. Merci. On y reviendra. J'ai Mme Dancy Cahouette. Sur comment utilisez-vous les données? Bonjour. Dans le fond, on est encore beaucoup moi, je vais me présenter, Dancy Cahouette, je suis directrice adjointe d'école secondaire là, à la commission scolaire Chemin du Roi en Mauricie, là, tout près de l'UQTR, justement. Dans notre commission scolaire, les écoles ont commencé à bouger il y a 5, 6, 7 ans environ là, au niveau des CAP, mais il y a beaucoup d'écoles qui ont été latentes, puis il y en a d'autres qui ont travaillé fort dans le développement. Moi, dans les écoles où je suis dans une nouvelle école secondaire cette année. Puis aujourd'hui, on est à notre 2e journée d'équipe de leadership. Donc, on commence à parler de données. Fait que je ne suis pas prête encore à répondre à la question comment on va chercher des données ici à l'intérieur de l'école. Mais je sais que ça bouge de différentes façons dans notre commission scolaire, là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui est présent à la rencontre, là, qui fait partie, il est agent de développement, puis il fait partie d'un comité là, de comment aller lire les résultats et quoi faire des données. Là. Fait qu'on est super content d'avoir été de la journée la semaine passée puis d'être de la discussion aujourd'hui. Moi, je vais devoir quitter tantôt pour retourner à l'équipe de leadership, par contre. Fait que, très bien. J'espère qu'on sera là à bout avec nous. Exactement. On prendra peut-être encore 1 ou 2 interventions. Comment utilisez-vous les données aujourd'hui dans vos milieux? Oui, Jules. Bon, très brièvement. Moi, je suis prof à la faculté d'éducation ici à l'Université de Saint-Boniface. Et une de nos pratiques depuis plusieurs années au niveau du premier cycle, on a une collègue qui fait une collecte de données, un genre de sondage de sortie auprès de nos diplômés. Question de faire un retour sur nos pratiques, sur le contenu, les orientations, les stages pratiques. Et c'est toujours très riche comme discussion. Puisqu'on est là au service et surtout qu'on connaît un très grand nombre d'étudiants qui s'inscrivent depuis les dernières années à notre faculté pour répondre en partie aux besoins du terrain. C'est un exemple chez nous. Je regarde si dans la discussion, il y a d'autres choses qui restent. Prenez la parole, là. Je pense que dans la question, en tout cas en m'inscrivant au webinaire, c'était vraiment dans les rencontres collaboratives. Donc, je n'ai pas parlé dans le fond de la prise de données tertiaires, si on veut, ou secondaires qui est pris pour
Mais moi, ce que j'ai vraiment besoin pour mes équipes, là, c'est vraiment davantage de comprendre comment je peux aller prendre des données qui vont être valides et qui vont aider à la prise de décision pédagogique pour revenir à changer ce qui doit être fait en classe pour voir un réel impact sur l'apprentissage et la réussite de l'élève. Merci beaucoup de la précision de la question. Très important. Mais André, voilà. Donc, c'est à moi à répondre. Mais avant de partager, oui, la proposition que je vous fais aujourd'hui, c'est assez haut niveau dans l'utilisation des données en équipe collaborative. J'ai présumé que plusieurs ont assisté à la journée scientifique. Donc, je tasse un peu la lumière sur plutôt l'organisation de la structure et la question, vos interventions. Ça me réconforte parce que ça va dans la proposition que je vous fais aujourd'hui. Et si jamais vous avez des questions qu'on appelle champ gauche, c'est le temps. On ne peut pas tout prévoir dans la proposition, mais je crois que ça peut quand même alimenter la discussion. Donc, on aura du temps en fin de webinaire de le ramasser aussi. Absolument. D'avoir un moment de discussion, de dialogue. Donc, la prise de décision appuyer sur les données en éducation, c'est en fait c'est un champ de recherche. On sait que dans entre autres, les communautés d'apprentissage professionnel, le fonctionnement il est fondé sur, entre autres, l'utilisation des données, mais il y a tout un champ d'études qui entoure la prise de décision appuyée sur les données. Parce que la donnée, l'utilisation des données, ultimement, c'est pour prendre des décisions adaptées ou en fonction des objectifs ou des cibles qu'on s'est données. Donc, on peut regarder cette prise de décision ou une utilisation des données à 3 échelles. À l'instance centrale, donc le ministère pour son plan stratégique, aux instances, à l'instance intermédiaire, typiquement les centres de services scolaires, donc, et l'instance locale, les établissements ou les centres. Moi, mon intérêt de recherche se situe davantage dans les établissements et les centres de formation. Donc, la prise de décision basée sur les données, entre autres, c'est d'abord et avant tout un processus qui est itératif. Donc, c'est systématique. On collecte, on analyse, on prend des décisions, etc. C'est dont les acteurs scolaires, donc toutes personnes qui sont autour de la réussite éducative des élèves, c'est eux qui vont piloter ce processus. Donc, le fondement, c'est vraiment une collecte, une analyse systématique de données. Et ensuite, qui va nous permettre de les interpréter, de faire l'interprétation de cette collecte, de ces données, pour une prise de décision en fonction des objectifs, parce que avant les données, avant toute donnée, on a un objectif, on a des cibles, on a des questions auxquelles les données vont nous aider à répondre. Et le but, souvent qui est mentionné dans la littérature, c'est vraiment l'amélioration, dis-je, du fonctionnement de l'école sur le plan de l'enseignement, donc les pratiques pédagogiques et l'apprentissage des élèves. Si vous avez des questions aussi à brûle-pourpoint, n'hésitez pas à lever la main au fur et à mesure. Des fois, je fais le coup de discours, ça semble clair, mais des fois, vous avez besoin de réponses immédiates. Ne vous gênez pas pour me la poser. Donc, le processus de prise de décision, dépendamment des auteurs, on peut en dresser un portrait d'un processus général, un portrait global. Donc, souvent, on va parler d'objectifs explicites, donc les fameux objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans un temps bien déterminé. Donc, souvent, on va utiliser ce concept-là. Il y a une collecte de données auquel il y a quand même, pour les communautés d'apprentissage professionnel, les COP, il y a quand même un enjeu important, c'est l'intégration des données. Donc, centraliser les données dont on a besoin pour prendre des décisions. Souvent, ou dans les établissements, on va avoir des données, oui, dans nos bases de données qu'on utilise dans l'établissement, mais on a aussi des données dans nos carnets de notes. Il y a d'autres applications, je pense juste à Google Classroom, on a encore des données, etc. Il y a un défi de centraliser, d'intégrer nos données pour justement, lorsqu'on est en équipe, dire, mais qu'est-ce qu'on fait, quel tableau on peut dresser à partir de ces données, puis quelles données on utilise. Donc, la première réponse, c'est vraiment, mais c'est quel objectif qu'on poursuit, c'est quelle question auxquelles on veut répondre, et c'est à partir de là, la réflexion commence là. Quelles données on va utiliser pour nos objectifs, souvent qui sont, en fait,
C'est pour répondre aux objectifs, aux cibles du projet éducatif. Donc, il faut vraiment avoir une grande sensibilité sur ce lien-là entre objectifs et données. Ça, c'est la première des choses, premier enjeu. Lorsqu'on arrive à l'analyse, quels que soient les organismes, que ce soit en éducation, les entreprises, dans le monde des affaires, il y a quand même 5 dimensions, 5 aspects qui relèvent de l'analyse de données. Généralement, vous allez entendre les 5 V, donc le volume, la vélocité, variété, la véracité et la valeur qu'on peut donner aux données. Lorsqu'on parle de volume et de vélocité, c'est un lien avec la capacité de traitement que l'organisation peut avoir. Donc, dans un établissement scolaire, on peut dire, oui, on a beaucoup de données, des commentaires, des résultats, on a des discours, on a des discussions informelles dans le corridor, c'est de la donnée. Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'on l'écrit? Est-ce qu'on... Vous voyez un peu? Et la vélocité, mais c'est la rapidité auquel sont produites les données. Donc, dans les milieux scolaires, ça va très, très vite, comme dans toute organisation, mais de plus en plus, parce qu'on a des accès, des entrées de données via le web, les données probantes, en fait, les fameuses données probantes, là, les résultats de la recherche. Donc, ça rentre, mais est-ce qu'on a la capacité de traitement? Donc, dans cet enjeu-là, il y a quand même une grande réflexion pour les directions de dire quelles sont nos capacités de traiter ce type de données-là, les données dont l'on dispose et comment on va faire pour les traiter. Lorsqu'on parle de variété et de véracité, là, ici, c'est plus lié à l'expertise de traiter les données. Donc, est-ce qu'on a des ressources, justement, pour traiter les données numériques, donc les données quantitatives, les commentaires? Est-ce qu'on est capable de gérer des analyses? Quelqu'un a-t-il l'expertise ou avons-nous l'expertise pour les traiter, pour donner un sens à tout ça? Et lorsqu'on arrive à la valeur, qui est le 5e V, c'est mais pourquoi? On valorise les données, mais pour quel objectif? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut valoriser? Est-ce que c'est plus clairement les pratiques pédagogiques? Est-ce que c'est le développement professionnel? Quelle est la valeur ajoutée à faire tout ce processus? Puisque dans certains milieux, vous allez entendre, c'est peut-être le cas chez vous, ou dans certains milieux, ils vont amener, oui, mais c'est tellement lourd le processus de prise de décision puis de traitement des données que durant qu'on fait ça, on n'agit pas. Donc, c'est trop long avant d'arriver à quelque chose. Donc, il y a une réflexion pour les directions de dire, mais comment on va installer comment on va gérer nos expertises à l'interne, puis même à l'externe de notre établissement, justement, pour faire face à ces dimensions de l'analyse de données. Mais il y a 4 questions essentielles aussi qu'on se pose quand on analyse les données. C'est qui est relative là, à la maturité il appelle l'échelle de maturité des données. C'est la question descriptive. Sommes-nous capables de dresser un tableau pour voir la situation de notre école? Mais aujourd'hui, je crois que c'est le cas pour tout le monde. Les tableaux de bord sont quand même très bien implantés, sont bien avancés. Vous avez des portraits quand même assez clairs avec tous les outils que vous détenez présentement. On commence de plus en plus à être capable d'aller dans le 2e échelon de maturité, soit le diagnostic. Donc, quelles sont les variables qui peuvent expliquer nos résultats? Ça, c'est de plus en plus clair. Depuis, je dirais, 2-3 ans, c'est déjà plus clair dans les processus d'analyse qu'on est en train d'effectuer. C'est plus clair pour vous, souvent. Pas nécessairement, mais il y a des techniques statistiques pour nous aider. La prédictive, c'est ce qu'on cherche à avoir de plus en plus. Si on fait le tour des communications, on voit que c'est une préoccupation grandissante de vraiment travailler en amont avec nos données. Donc, la prédictive, il y a des modèles prédictifs en statistique qui permettent d'aller jusque-là. Il y a même des centres de services qui sont quand même assez avancés sur cette question-là. Et la prescriptive, c'est la dernière interprétation ou maturité des données qui permettent d'offrir en fait des pistes d'orientation pour la décision. C'est sûr qu'on n'est pas encore rendu là, ou très peu. Dans le prescriptif le plus probant, ce que vous vivez tous les jours, c'est quand vous allez sur Netflix, hein, on vous suggère les films ou les émissions, les séries, en fonction de vos décisions précédentes. Donc, ça prend énormément de données, mais c'est l'illustration concrète là, André, je me permets, parce que oui, avant, c'est normalement ta première question devrait être complétée, là, mais
a encore quelque chose à nous raconter. Oh, désolé, je suis parti sur un 45 heures, donc je vais y aller très rapidement dans ce cas-là. Il y a 2 modèles d'équipes collaboratives qui sont très bien implantés à travers le monde. Les équipes responsables de données, qu'on voit surtout aux Pays-Bas avec les Shilcam et les CAP. Et un facteur favorisant ces équipes-là, c'est les routines organisationnelles sur le plan de la forme, c'est-à-dire est-ce que c'est une CAP, quel type de communauté qu'on va mettre en place pour traiter de nos données, et le fonctionnement. Donc, comment on va le rendre pérenne, comment on le prévoit dans notre fonctionnement d'école. Donc, c'est hyper important pour la pérennité de nos équipes. Dans le premier modèle, selon la perspective des directions d'établissement, c'est vraiment d'ancrer une vision commune ou de co-développer une vision commune. Donc, par le biais des projets éducatifs, il faut s'attendre à effectuer un soutien individuel. Donc, ne serait-ce que sur le plan émotif, dire ben, il y a des gens qui se sentent un peu menacés avec l'utilisation des données. C'est aussi pour la direction de s'assurer de partager l'information. On parle souvent de stimulation intellectuelle, donc de remettre la question, de poser la question pourquoi cette décision-là est-ce qu'il y a des données qui appuient notre orientation, etc. Créer un climat de confiance revient constamment puisque l'utilisation de données est associée souvent au pouvoir ou à la vérification ou à la punition. Donc, c'est vraiment dire non, l'utilisation, c'est dans un cadre d'accompagnement. Et le réseautage, donc, être capable de gérer nos expertises à l'interne et à l'externe. Il ne faut pas, il y a Marche qui dit, il ne faut pas avoir honte ou peur de faire appel à l'expertise externe pour le traitement de nos données. Donc, c'est le modèle général qu'on voit ici. On pourra revenir sur vos questions parce qu'il y a des procédures. Donc, la remise en question, j'ai quand même dressé un portrait assez précis là, sur cette formule-là, mais les perspectives de direction d'établissement est quand même importante. La version québécoise de Prud'homme et Leclerc, donc, il appelle l'équipe orientante. Donc, c'est comme la première équipe, c'est un modèle qu'on peut instaurer dans nos établissements, justement, avant de créer d'autres communautés d'apprentissage professionnel ou d'autres équipes collaboratives. Donc, une équipe qui s'occupe de tracer, de faire le suivi des progressions des élèves, de les relever les enjeux dans le milieu. Et à partir de là, être capable de dire, ben, là, oui, ça nous prendrait une CAP ou une COP pour les mathématiques, une interdisciplinaire pour tel objectif de notre projet éducatif. Donc, réfléchir sur les normes, les cibles, etc. Donc, dans le cas de Prud'homme et Leclerc, chaque membre d'une équipe collaborative, d'une CAP, notamment, est un leader. Donc, pour la direction, c'est la gestion de ce leadership-là. On va dire le partage du leadership est vraiment ancré. Ça va donner aussi confiance aux membres des équipes de valoriser les données parce que chacun a une expertise disciplinaire, mais aussi d'expérience. Donc, c'est vraiment un fonctionnement, dans l'idée d'un fonctionnement partagé des communautés d'apprentissage. La deuxième question, ben, quelles données utilisez-vous pour prendre des décisions d'ordre pédagogique? Alors là, on va faire l'inverse. On va d'abord écouter André. Donc là, André, je te demanderai de prendre 10 minutes pour nous répondre de manière à avoir un bon 10 minutes pour en converser après avec le public. Merci, je te donne la parole. Aventure. Donc, oui, on peut définir ce qu'est une donnée ou les données, les catégories ou de types de données, puis les fonctions, en gros, des données, et on pourra extensionner. Selon Davenport et Prusak, on parle ici d'une description élémentaire, d'une réalité, donc des éléments d'information qui nous permettent d'extraire ou, dans une visée, d'extraire un sens pour obtenir de l'information et des connaissances nous permettant justement de prendre des décisions adaptées à nos besoins, à nos objectifs, à nos cibles. Ça, c'est la partie théorique. Catégorie ou type de données, il y a plusieurs typologies de données. Il y avait Archambault qui parlait de données de procédures, de données démographiques, de contexte, etc. Bernard, la même chose. Il y a plusieurs typologies. Celle que vous utilisez, je crois, dans les salles de service inspirées de Prud'homme et Leclerc, mais en fait, c'est Stegen 2007 qui parle de données primaires, secondaires et tertiaires. C'est très utile puisque la donnée primaire, c'est la donnée
les enseignants, que les éducateurs utilisent au quotidien en classe. Donc, on dit que c'est la donnée la plus valide ou valable pour suivre la progression des élèves. La donnée secondaire, mais c'est les données, par exemple, les résultats au bulletin à chaque étape, et la donnée tertiaire, mais c'est un plus haut niveau, donc au niveau des résultats du centre de service ou du ministère. Donc, mais c'est très, 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 très employé comme typologie. Moi, j'aime bien comprendre d'un sens 3 catégories, des données structurées qu'on peut les rassembler. Donc, c'est toutes données qui sont repérables, systématiques et calculables. Donc, ça, c'est la théorie. En fait, c'est toutes données où on peut automatiser son traitement par une solution informatique. La non structurée, c'est les données qui ne se présentent, qui n'ont aucun format prédéfini. Actuellement, je génère, c'est l'exemple le plus que j'utilise le plus souvent, non structuré, le langage humain. C'est la donnée structurée, non structurée par excellence. Il n'y a pas de format prédéfini. Donc, souvent, on va parler de données pour usage humain. Donc, les images, les photos, etc., etc. Mais encore là, il y a des nuances qu'on pourrait apporter. Les textes libres, les commentaires qui sont intégrés. Et la donnée semi-structurée partage des caractéristiques communes entre les structurés et les non structurés. Bon, l'exemple le plus frappant qu'on connaisse, c'est un texte en format Word. Okay? C'est de la donnée essentiellement non structurée, mais avec la fameuse fonction CTRL F, on est capable d'aller chercher la métadonnée. Donc, on est capable de repérer. Donc, il y a une caractéristique de la donnée structurée. Une question, oui. OK, les 5V, parfait. Je vais le répéter à la fin. Très bien. Donc, on peut comprendre toute forme de données. Puis aujourd'hui, on va parler beaucoup de données massives, ou les fameux big data. On nage en plein dedans, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe, mais on s'en occupe, on les traite de plus en plus. Donc, ça va inclure tous ce type de données. Un concept que j'ai développé dans le cadre de ma thèse, c'est des données locales de sources multiples, justement, qui touchent les données qui sont accessibles ou produites dans les établissements scolaires. Donc, le local, pourquoi local? C'est les données que nous utilisons pour prendre la décision. Ça ne veut pas dire que c'est juste à l'intérieur des murs de l'école. Si on prend de la donnée, des données probantes, par exemple, sur un site web, puis un résultat de la recherche, puis on l'amène dans les discussions de notre équipe collaborative, ça devient de la donnée locale. Donc, et de sources multiples, puisqu'on rencontre des données quantitatives ou numériques, selon le cas qui en parle, des données qualitatives, les commentaires, les discussions, les échanges. Donc, ça fait partie du concept de données locales de sources multiples dont on utilise énormément dans les équipes collaboratives. Les fonctions, souvent, on n'est pas toujours conscient, mais il y a comme 3 grandes fonctions que Murnane a vraiment identifiées depuis 2005. La fonction instrumentale, donc prendre des décisions, c'est essentiellement ce qui m'intéresse dans la recherche. Conceptuelle, c'est pour enrichir les discussions. Ça, vous le voyez dans vos échanges en communauté d'apprentissage ou COP, peu importe, on enrichit nos discussions sur la base de nos données. Et symbolique, mais ça nous permet de justifier une position, une décision. Pourquoi on a pris telle décision? Parce que c'est fondé sur tel jeu de données ou paramètres, etc. Donc, c'est la fonction symbolique. Donc, merci beaucoup d'avoir été plus succinct. Oui. Merci beaucoup sur cet exposé très pointu, là. Oui, j'ajouterais un élément, parce qu'avant le webinaire, on posait la question, mais est-ce que tu vas parler des données probantes? Et les données probantes, ça fait débat depuis plusieurs semaines, même depuis 1 an sur les réseaux. La donnée probante, en fait, il faut comprendre que les données probantes sont associées aux résultats de la recherche
dites empiriques, très, très souvent. Encore là, il y a des nuances à y apporter. On va parler surtout des données issues des recherches de type 3, donc avec un échantillonnage très large, avec une robustesse statistique vraiment démontrée, etc., etc. Le flou conceptuel est souvent associé à données probantes et preuves. Et c'est ici qu'on peut perdre un peu de vue naturellement de la donnée probante qui, en fait, on produit la donnée probante justement lorsqu'on ne peut pas prouver. Ce n'est pas une preuve, c'est tout sauf une preuve. Une preuve de manière mathématique, ce n'est pas des données probantes. Les données probantes, qu'est-ce qui nous permet? C'est de produire de la confiance. Puisqu'on est capable, avec des méta-analyses, par exemple, de démontrer, on démontre, on ne prouve pas, on démontre que telle pratique ou tel enjeu ou telle orientation mais semble très efficace pour ceci ou pour cela. On est en confiance de l'utiliser. Donc, les données probantes en éducation, la façon dont je le comprends, que je l'explique, ça nous permet, ça nous évite de réinventer la roue à chaque fois. Donc, on sait que certaines pratiques, certaines orientations sont dites efficaces jusqu'à aujourd'hui parce qu'on a des données probantes pour le démontrer, pour soutenir ces orientations. Donc, c'est un petit ajout. Merci beaucoup de cette spécificité. On va passer à la deuxième question, mais peut-être avant, il y avait une demande. En fait, ce n'est pas dans la présentation, mais de rappeler les 5 V. Là. Les 5 V, oui. Les écrire, comme ça les personnes peuvent copier-coller les choses dans la discussion. Donc, les 5 V, c'était volume, vélocité, variété, véracité et valeur. Donc, les 2 premiers sont associés à la capacité de traitement. Les 2 suivantes, variété et véracité, c'est au niveau d'expertise des analysés. Et la valeur, mais c'est ce qu'on peut valoriser. Merci la valeur ajoutée. Mais voilà, là maintenant, on est même en avance sur notre temps. André, ça fait bien là. Merci beaucoup. Félicitations pour cette présentation structurée et à la fois très approfondie d'un domaine très vaste. Alors, oui. On va passer la question au public. Vous avez peut-être des questions sur la présentation, mais nous étions aussi, avec André, intéressés de savoir quelles données vous utilisez pour prendre vos décisions d'ordre pédagogique. Et il ne s'agit pas d'une interrogation, examen, d'utiliser les beaux mots là qu'il nous a présentés ou de rebondir sur ces classifications. Là, on n'est pas là pour vérifier votre aptitude à mémoriser des concepts, mais plutôt d'ouvrir le débat sur quelles sont les données qui sont effectivement utilisées sur le terrain aujourd'hui. J'ai Lucie Héron qui a levé la main et qui brise la main directement. Oui. Merci Lucie. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. À la manière de Jules Roch qui parlait là, de sa faculté, ici, à la Faculté des sciences d'éducation à l'Université Laval, moi, je suis directrice de programme et on nous a, à l'automne dernier, initiés à la banque de données Power BI qui donne tout plein d'informations concernant les admissions, les inscriptions, la réussite, qui permet de comparer le programme avec les autres programmes de la faculté, avec l'Université Laval. Tout ça pour essayer de nous aider à lire pendant que le flux se constitue, de lire notre capacité de rencontrer les indicateurs de réussite que notre faculté ou notre programme a adhéré. Donc, je pense que ça, c'est le visage que ça prend chez nous à l'université, que ce canot de communication avec les données que André présentait, là, différents types de données et tout ça, et comment dans une faculté ou dans un programme, on est invité à s'en inspirer pour appuyer notre prise de décision. Donc, moi, je me posais la question, il semble qu'à travers les universités, les cégeps, les centres de services scolaires, les écoles, les centres de formation professionnelle, la présence importante de données et presque l'obligation pour pouvoir rendre des comptes sur des données probantes ou réelles et actuelles, et aussi de s'inspirer pour prendre des décisions, comme tu le dis, André, sur des aspects pédagogiques. Je me dis,
comment peut-on s'assurer à l'interne dans les établissements, mais aussi dans les programmes de formation des gens intéressés à l'administration de l'éducation, de pouvoir offrir des occasions de développer leurs capacités pour prendre des décisions et gérer les données disponibles sur plusieurs sphères. J'ai l'impression qu'il y a le savoir-faire pratique pour répondre à des questions qui demandent des décisions, que ça touche la réussite des étudiants ou la gestion du personnel, mais aussi, il demeure que, à mon avis, il faut aussi former les gestionnaires, les preneurs de décision à maîtriser les codes, les notions pour donner pour faire en sorte qu'on utilise de manière juste et appropriée les données et qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner comme réponse, qu'est-ce qu'elles nous donneront jamais et pouvoir alors là appuyer et éclairer avec toutes les nuances requises les décisions qu'on va avancer. Oui, merci. Très belle question nuancée, complète, qui donne une partie de l'orientation. On va en prendre plusieurs là. Ce n'est pas seulement des questions, c'est aussi des réflexions comme celle qui vient d'être faite sur l'usage des données. On voit l'université, les cégeps, on voit des représentants des directions générales des centres de services scolaires. On a sûrement d'autres échos là qui nous viennent du terrain. Oui, Biba Fakouri de l'Université de Montréal. Bonjour. On ne t'entend pas, Biba. Est-ce que tu peux mettre le son? Oui. Toujours se représenter en 2 minutes là pour qu'on sache d'où on parle. Je suis Biba Fakouri, je suis vice-doyenne à l'innovation et à la formation continue à la faculté d'éducation permanente à l'Université de Montréal. J'étais vice-doyenne aux études aussi, donc, et je m'occupe de l'école de français chez nous, entre autres. Donc, la question des données, elle est très, très importante chez nous. Et puis, le Power BI, oui, a été introduit aussi chez nous. Ça fait depuis l'année dernière. Et puis, il y a 2 niveaux. On voit qu'il y a 2 niveaux. Il y a d'abord des compétences nécessaires pour pouvoir consulter le Power BI, les comprendre, les données, le lien entre les données les uns par rapport aux autres. Et puis, le deuxième niveau, c'est de pouvoir créer ses propres données dans Power BI. Donc, et je crois que ça, oui, en effet, il y a comme les gens ont besoin d'être formés sur tous ces éléments-là. À l'Université de Montréal aussi, on a un tableau de bord réussite étudiante qui a été mis en place il y a quelques années avec des résultats. Je pourrais parler de comment nous, on l'a vécu à la faculté, à la FEP. C'est que les responsables de programme, oui, il y en a qui le regardent, mais il y en a qui ne le regardent pas. Et même ceux qui le regardent, ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses avec ces données-là parce que les chargés de cours ne rentrent pas les résultats des examens ou des tests intermédiaires. Donc, ils vont rendre le tableau de bord va être alimenté par ce qu'on appelle synchro. Donc, il va rapatrier les résultats des examens finaux, mais pas intermédiaires. Et si on n'a pas les données intermédiaires des étudiants, les résultats intermédiaires, on ne peut pas intervenir avant, donc en termes d'avoir un plan de remédiation, par exemple, avec les étudiants. Donc, pour pouvoir repérer les étudiants qui sont à risque, les étudiants qui sont à risque d'échec, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas les données, sauf si on parle directement aux chargés de cours ou si les chargés de cours eux-mêmes lèvent la main. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que même quand on a un espace ou un outil pour l'utiliser, si les gens ne l'utilisent pas de la bonne manière, ça ne sert pas, ça ne peut pas beaucoup nous servir. Et l'autre expérience que j'ai avec en synthèse, pour donner la parole oui, non, c'est tout pour maintenant. S'il y en a, après, je dirai autre chose aussi. OK, merci. Tu peux d'en faire part, c'est juste le faire de manière synthétique, de manière à ce que
suffisamment Une autre expérience que nous commençons à avoir à l'Université de Montréal, c'est regarder les étudiants non francophones qui rentrent à l'université et avec un certain niveau de français, de pouvoir, c'est quoi les données dont on aurait besoin pour pouvoir surveiller ou contrôler ou monitorer leur progression tout au long de leurs études jusqu'à la diplomation. Pour voir est-ce que leur niveau de français s'est amélioré, de quelle manière, sur quelles habiletés langagières en particulier. Donc, ça, c'est une autre question qui est reliée à la réussite étudiante, mais plus côté langue française. Merci beaucoup. Alors, j'avais vu la main levée de Christian Provenchal. Et alors, je ne sais plus qui était avant, l'autre. Louise Brodeur. Vas-y, Louise. Oui. Donc, dans le fond, ce que je voulais dire par rapport aux données qu'on utilise dans nos communautés d'apprentissage ou nos équipes collaboratives sont issues particulièrement de travaux ou des bulletins, mais où je trouve où on a eu le plus d'influence, c'est quand on a commencé à travailler avec les enseignants sur le développement de leurs propres grilles d'observation, des grilles d'observation communes, où elles vont aller chercher une information bien précise, puis elles vont revenir et discuter de ça ensemble. Ça l'a vraiment fait grandir les gens. Et je vous dirais aussi tout ce qui s'appelle la correction commune. Donc, ça aussi, pour toute l'harmonisation des pratiques d'enseignement et d'évaluation, ça a été fantastique. Ça l'a permis de revenir dans le programme, quels sont les savoirs essentiels. Et alors, au lieu juste de dire on parle de données comme ça, on parle d'une réalité d'observation dans leur milieu, de correction et qui amène vraiment un grand questionnement et qui a amené ultimement une amélioration des résultats dans leur. Merci beaucoup. Christian Provencher, je pense que vous avez fait la main levée. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, M. Villeneuve. Mme Letard. Bonjour. Écoutez, M. Villeneuve, j'ai bien aimé vous avez présenté un petit processus tout à l'heure dans votre présentation où on débutait par avoir un objectif. Puis, en tout cas, moi, ça me fait réaliser que souvent, on cherche bien des données, mais on n'a pas d'objectif de départ. Et là, actuellement, les centres de services, tout comme les établissements, on a les plans d'engagement vers la réussite qui sont en train de se réaliser. Et les gens sont en train de se donner des objectifs à partir d'une vision d'ensemble. Et là, ça va permettre de faire, je dirais, du ménage dans toutes les données disponibles et de travailler avec les données qu'on a réellement besoin. Et ça peut se traduire aussi au niveau de l'établissement et au niveau de la classe par la suite. En tout cas, je vois un lien. En tout cas, ce processus-là, je garde ça en tête, là, mais je le trouve bien intéressant. Puis si je ne retiens que ça de ce midi, c'est un gros morceau. Parce que déterminer l'objectif n'est pas toujours une opération facile, mais lorsqu'il est clair et connu de tous, alors c'est plus facile d'aller chercher nos données, les monitorer et suivre les actions sur le terrain par la suite. Alors, c'est mon commentaire là, par rapport à ce que j'ai entendu jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci. Si je peux réagir, je vais y aller très, très rapidement. Oui, parce que tout est relié, en fait, sur notre capacité à traiter nos données. Donc, c'est mieux d'en avoir moins qui sont adossés à des objectifs très concrets, parlants pour tous avant de partir, parce qu'on peut se perdre dans la quantité de données, nos capacités technologiques, ou si on peut se perdre dans la technologie, l'essentiel, vous l'avez compris, c'est vraiment l'objectif, les données dont on a besoin pour prendre des décisions, pour arriver à nos résultats désirés. On va peut-être écouter Lynn et puis après, je te redonnerai la parole, André, sur l'ensemble des interventions qu'il y a eu, fort intéressantes. Peut-être on va entendre le témoignage de Lynn Gagnon. Et puis, je vais faire ça rapidement. Dans le fond, M. Villeneuve, j'étais contente que vous répétiez les 5 V. Là, je trouve que d'avoir cette donnée-là, ça l'aide beaucoup à savoir justement dans les quand on est rendu à prendre des preuves d'apprentissage, justement, est-ce qu'elles sont
est-ce qu'on a assez un grand volume? Est-ce qu'on est capable de la traiter? Est-ce qu'on a une variété? Etc. Puis ça m'amène beaucoup à parler de la triangulation, qu'on parle davantage et de plus en plus avec les enseignants, enseignantes. Et ils se rendent compte, dans le fond, que quand on leur fait mettre sur un tableau toutes les preuves d'apprentissage qu'ils prennent ou qu'elles prennent, bien, il y en a beaucoup, dans le fond. Il faut juste donner un sens à ça et être capable, d'après ça, de revenir pour faire une différence. Vous avez totalement raison. Ben, je pense que c'était Madame qui parlait dans le fond du tableau de bord, là, de la réussite des élèves, que ça doit être utilisé de la bonne façon parce que si je vais dans les données tertiaires, on s'apercevait que c'est beau avoir un programme qui dit bien des choses, mais si l'information qui est entrée dans ce programme-là n'est pas véridique ou ne va pas chercher exemple, je vous dirais le nombre d'élèves qui sont en modification dans les classes, puis finalement, ben, ça ne représente vraiment pas ce qui est sur le terrain, ben, le système ne fonctionne pas finalement. Mais pour répondre à la question, c'est ça, ben, on utilise les données vraiment par triangulation. Je pense qu'on amène les enseignants davantage à prendre conscience qu'elles en font et qu'elles ont avantage à en faire de plus en plus. Et comme Mme Brodeur disait, on se rejoint beaucoup parce qu'on travaille sur les mêmes choses. Mais d'avoir des grilles d'observation, c'est drôle parce que nous, on avait une journée pédagogique et on a eu une journée sans transport toute la journée et elles ont travaillé de façon commune sur des grilles d'observation et il y a eu, je veux dire, une satisfaction personnelle mais collective de voir qu'elles pouvaient avancer et de faciliter la prise d'informations. Ça a été vraiment gagnant. Voilà. Merci. Beaucoup de vos témoignages, ça passe vite 1 heure. Hein? On peut en parler longtemps. Là, on ouvre des chantiers puisqu'on répond à des questions, mais c'est l'idée aussi d'échanger, d'avoir cet espace on peut dialoguer, s'éveiller. Ça rejoint un peu tes 3 fonctions là, pour prendre des décisions, des données. Là, on est en train de prendre des données, mais aussi pour conceptualiser et peut-être donner confiance dans ce nouveau chantier. André, je te donne 5 minutes là pour peut-être réagir ou faire écho à tout ce qu'on vient de dire. Oui, je vais essayer de pelleter vers l'avant certains éléments que vous avez apportés qui sont très, très pertinents et intéressants. Il y a tout le volet, là, je pense à Mme Gagnon, sa dernière intervention, être capable d'avoir une compréhension commune des enjeux, c'est extraordinaire parce que tout ce qu'on veut dans l'ordre de la capacité à traiter des données, c'est justement pour arriver à avoir une compréhension commune des enjeux, donc des grilles d'observation communes, et on en discute. Donc, oui, on a 2 enjeux qu'on a identifiés, puis tout le monde est d'accord là-dessus. C'est plus fort pour, après la prise de décision, donc les plans d'action, qu'est-ce qu'on fait par la suite. L'autre, sans peut-être pas été mentionné frontalement, c'est les enjeux autour de l'interprétation. Parce que on a, Mme Bibonne a mentionné, des fois, c'est une mauvaise utilisation des tableaux de bord ou des outils. Il faut comprendre qu'un tableau de bord, c'est pas parce qu'on a un tableau de bord commun qu'on a une compréhension commune. Parce que l'enjeu, c'est, on s'est rendu compte, parce qu'il y a l'équipe italienne, c'est fort intéressant, ils se sont rendus compte qu'il y avait trois interprétations d'un tableau de bord. Donc, l'éducateur ou les enseignants, peu importe la personne, l'utilisateur peut avoir une réaction émotive, être très surprise, un déni du tableau de bord. Il peut avoir aussi une approche analytique. Ah, pourquoi? On repose des questions, mais il me semble que l'année passée, c'était pas. Donc, plus une idée de pousser la compréhension. Il n'y a pas de réponse en tant que telle. Donc, il y a comme une réaction analytique et une réaction intentionnelle aussi par rapport au tableau de bord. Donc, maintenant, on va agir, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, pour la direction, c'est de gérer tout ça, ces attentes-là, ces interprétations. On pense qu'une fois qu'on a un tableau de bord, le travail est fini. Et non, il faut aller en discussion, en réflexion. C'est pourquoi on parle beaucoup de décisions collectives et collaboratives, parce qu'il y a beaucoup de nuances à apporter sur les tableaux de bord. La donnée ne donne pas de décision à nous réfléchir et arriver à une interprétation commune. C'est le cas. Madame, en fait, je vais aller très rapidement, mais il y avait Lynn, je crois, c'est Madame Eon, oui, sur les dimensions des compétences.
on voit dans la littérature, est-ce que la formation pour les directions devrait être instrumentale, c'est-à-dire me montrer Power BI, Excel, les fonctionnalités avancées? C'est que je vois ce que les dernières années, c'est que c'est plus des dimensions liées à l'exercice du leadership qui sont importantes avant une compétence instrumentale. Oui, il y a des concepts importants, Mme Biba le dit, c'est quoi une donnée, tout ce glossaire-là, le manipuler, c'est essentiel, oui, mais les dimensions sont beaucoup plus liées à l'exercice du leadership, particulièrement le leadership partagé. Donc, la co-construction d'une vision commune, vraiment de l'incarner, le soutien individuel, hein, c'est la gestion de l'accompagnement pédagogique en réalité. Donc, quelles données tu peux utiliser, quelle formation tu auras besoin, côté émotif aussi, tout les menaces là, perçues là, par les enseignants, tout l'aspect de la gestion de l'expertise, dont la stimulation intellectuelle. C'est qui sont mes experts, qui sont valoriser mes leaders de pratique. Ça fait partie de la responsabilité ou de la dimension qui appartient à la direction. Le climat de confiance, comme j'ai mentionné, c'est très important parce que rapidement, on associe données et prise de pouvoir. Il y a des cas qui ont été mentionnés dans les écrits. Donc, c'est vraiment dans un souci d'amélioration continue du fonctionnement de notre établissement. C'est très, très important comme cible. Donc, il faut être conscient de ça. Et tout l'aspect réseautage, mettre à profit nos expertises et l'expertise externe. Qu'est-ce qui est heureux? On voit de plus en plus dans les centres de services des coordonnateurs responsables des données au sein des centres de services qui ont une expertise pointue sur l'utilisation de données. Donc, qui libèrent les directions d'établissement, qui peuvent même les inviter dans le cadre des équipes collaboratives. Et je close là-dessus. Merci. Merci, André. Il y a encore des seniors qui voulaient réagir, mais là, il nous reste 2-3 minutes pour clôturer. Donc, ça passe très, très vite un webinaire, mais si vous pouvez, mais en 30 secondes, voire 27. Hein. 27 secondes, oui. Il faudra toujours aborder la question de la gestion des données et à deux niveaux. Celle qui est à l'intérieur et très proche des équipes écoles et du quotidien de la réussite éducative, et la gestion des données, la décision et ce que tu appelles le leadership, qui est de niveau plus institutionnel et concurrence et réponse, qui est aussi un volet important, et les coordonnateurs aux données incontournables. Merci beaucoup pour cette note. Je n'aurai pas le temps de faire mon petit laïus là, sur les éléments. Ce qu'on peut dire, c'est que cette question va imprégner nos pratiques et les orienter au quotidien, quel que soit le niveau d'enseignement, parce qu'on était parti avec un a priori là, sur le monde du système scolaire, mais on le voit bien, les cégeps, les universités, nous-mêmes, en tant que chercheurs, professeurs d'université, on va y être, on y est dans tous les jours. On va rappeler quelques petits concepts qui nous ont allumé là ce matin, ce midi ou ce soir, selon là où vous êtes autour de l'écran et de la planète. Donc, il y avait les 5 V, je les ai remis dans la discussion, si vous voulez aller les rechercher. Les fonctions là qu'on a mis en évidence aussi, qui moi m'ont allumé la question, c'est on prend souvent données, prise de décision, quelque chose de la rationalité là. On voit toute la dimension confiance et conceptuelle, vision, interprétation, les relations de pouvoir, le leadership, donc toutes les dimensions de pilotage qui même dépassent la question qui nous occupe aujourd'hui, c'était les équipes collaboratives, là, mais on est au-delà des équipes collaboratives dans cette question. Merci beaucoup, André. Je vais redemander de redéployer notre présentation. Si il y a l'ACFAS qui s'en vient, donc vous avez sans doute participé ou voulu ou participer à la journée scientifique de la semaine passée qui a eu son petit succès justement autour de la culture des données. Au congrès de l'ACFAS, le 9 et 10 mai, l'ADRAE organise 2 journées de colloques symposium. Nous avons prolongé l'appel à communication, donc on vous invite à
à proposer des communications. Le sujet est un peu différent, bien que cette culture des données réponde en partie, qui est la question, en fait, mais pour une éducation pour un monde durable. Alors, autour de cette proposition, vient de se greffer un ensemble de chantiers. À l'UNESCO, on a défini 17. Et vous avez là les liens. Là, c'est une photo, mais ces liens ici, si vous allez dans la présentation qu'on va partager, ça existe. On communique autour de LinkedIn ou de Facebook, et donc l'annonce se retrouve un peu partout. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours nous écrire. Donc ça, c'est le 9 et le 10 mai. Mais pour le 15 février, on attend vos propositions. Et puis ensuite, mais le 23 mai prochain, aux mêmes heures, donc là où vous soyez 12 heures Montréal par là, 18 heures pour l'Europe, plutôt du côté de chez Jules ou de chez Jocelyne, là, où elle est pour le moment. Donc Alexandre Moïse, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, nous a aussi, dans le prolongement de la journée scientifique, a accepté de venir prolonger, enrichir ses apports autour de la culture des données, le suivi de la réussite éducative dans une perspective d'amélioration continue et en lien avec les projets éducatifs des écoles. Et donc, on aura de nouveau, on clôturera comme ça un cycle autour de la culture des données cette année. Et puis, nous vous reviendrons au mois d'octobre à la semaine des directions. C'était la semaine des enseignants aujourd'hui. On va les saluer autour de ce projet. Voilà, donc logiquement, on devait avoir un petit tour. Que retenez-vous de cette partie? Ben, je pense beaucoup de choses, mais nous n'aurons pas beaucoup de temps pour faire un tour d'écran. Merci à vous d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Voilà, il nous reste encore 5-6 minutes si vous avez envie de lancer un mot pour clôturer ce webinaire. Ce que j'ai envie de dire, c'est merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Jocelyne. Oui. Merci beaucoup, moi aussi, c'était très intéressant. Merci, Mima, pour tes apports. C'est bien noté. Oui, très bien. Merci pour votre engagement, implication, discussion. Vous avez apporté des points très pertinents. Merci beaucoup de votre participation. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.